Bonjour Isabelle. Je suis vraiment ravie de t'avoir à mes côtés aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation et merci aussi d'être la première maman à avoir à faire ces interviews de maman du monde parce que c'était vraiment quelque chose que j'avais à cœur et ben grâce à toi aujourd'hui ça prend un peu forme, ça devient concret donc ça me fait super plaisir. Et puis tu vas nous emmener dans une région du monde que je ne connais pas du tout. Moi, je suis jamais allée en Amérique du Sud, donc c'est vraiment chouette parce que toi, tu vas nous parler du Pérou. Hein, c'est le pays d'où tu viens, donc ce soir, on part au Pérou et je suis ravie. Euh, je te laisse te présenter, dire quelques petits mots sur toi, enfin, ce que tu as envie de partager, quoi. Ok, très bien. Donc moi, merci aussi de m'avoir proposé. Moi, c'est un moment de partage, ça fait toujours du bien. Et donc avec plaisir, c'est que je partage mon expérience. Espérons que ça touche d'autres mamans qui connaissent le Pérou ou pas, ou qui viennent d'un autre pays, on ne sait jamais. Alors, donc de mon côté, moi, je m'appelle Carolina Ugarte, donc je suis péruvienne et j'ai 38 ans et je viens de Lima, donc c'est la capitale du Pérou. Donc j'étais née plutôt en ville, en- dans une pleine avenue, une des avenues principales, donc avec beaucoup du bruit, de la ville, du monde aussi, hein, beaucoup de personnes autour, des voisins, donc une ville qui est riche en fait, dans tous les sens. Et ma mère, elle vient plutôt de la haute Amazonie péruvienne. Et D'accord? donc, j'ai toujours entendu aussi de ce qui est de vivre dans une autre région, avec un autre contexte climatique, pédoclimatique. Et donc, ça a toujours marqué mon enfance, D'accord. toute l'histoire des origines de ma mère. Moi, je viens d'un milieu en ville plutôt difficile à définir parce que je pense que j'avais pas trop de conscience des classes en grandissant. Je pense, avec du recul, je dirais oui, en classe moyenne pour certaines choses, modeste pour d'autres. Et avec du recul, en voyageant, en privilégié bien sûr pour d'autres choses. Donc, une mélange des tout avec des périodes qui ont été variantes dans ma vie, en fait. Et, et voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je regarde un petit peu ta feuille. Tu étais Au niveau de ma famille, Tu es fille unique, tu as des frères et sœurs, tu es l'aînée, tu es la dernière. Dis-nous. je suis la dernière et j'ai eu deux frères. D'accord. Et donc, j'ai toujours un frère habite toujours à Lima. Et puis un autre frère qui est décédé quand j'habitais en France. Donc, c'est des événements marquants aussi quand on habite loin. Et donc, je suis la plus jeune. Et bah, toute ma famille, donc mon frère, mes nièces et mes tantes, la plupart de mes tantes et mes cousins, mes cousines habitent à Lima même. Et D'accord. une petite partie en Amazonie, mais pas beaucoup. Donc, tu as encore une partie de la famille de ta maman qui est en Amazonie, c'est ça? Et puis après, le gros de ta famille est toujours à Lima. Oui. Euh, donc, Oui, ma famille proche, oui, parce que Ouais. oui, Lima, oui, on habite presque tous à Lima. ouais. C'est la plus grosse ville du Pérou quand même, moi, j'imagine. Ouais, c'est un tiers de la population qui habite à Lima, donc c'est un pays très centralisé, qui a un peu 10 millions d'habitants. Et moi, j'habite dans une ville, pour moi, une petite ville, hein. Donc c'est une ordre de grandeur que je connaissais pas, hein, 60 000 habitants à Beauvais, tandis que je suis née à Lima avec 10 millions d'habitants, donc même l'ordre de grandeur, c'est tellement différent. Et c'est un district peut-être, c'est un quartier. D'accord. Juste avant qu'on continue un peu dans l'interview, je voudrais te remercier parce que tu as un joli clin d'œil derrière toi sur le mur de ta pièce. Tu as mis le Pérou et la France, tu as mis les régions, hein, c'est ça? Donc, ouais, toi, Oui, c'est ça. t'es à cheval entre les deux, quoi. Et là, Ouais. voilà. Haute-France. Voilà, il a vraiment tous les départements. Bon, je crois pas, mais il y a eu un petit effort pour faire tous les départements dans les petites cartes.
Super, super. Et quand tu étais au Pérou, il y avait des bébés, des enfants autour de toi ou pas trop? Tu me dis que tu étais déjà la dernière de la famille, donc tu n'as pas eu de petits Mm. frères, petites sœurs. Est-ce qu'il y avait des... Oui, non, mais c'est vrai que c'est une grande influence. Moi, je suis aussi parmi les plus jeunes de ma famille, même côté mon père, côté ma mère. Donc, mes parents, tous les deux, ils ont eu beaucoup de frères et sœurs. Donc, sept de côté ma mère, cinq côté mon père, enfin, six. Et dans les deux côtés, je suis la plus jeune. Une des plus jeunes, toujours avec une cousine de plus. Donc, en soi, des bébés, je n'ai pas vu beaucoup. Donc, Et quand tu as quitté le Pérou, tu n'avais pas non plus beaucoup de souvenirs, beaucoup de représentations de bébés. Enfin, pour toi d'être vraiment maman en France, quoi. non, j'en ai eu peut-être une petite cousine elle est née quand j'avais 12 ans. Donc, c'est une âge où Ouais, on s'intéresse au bébé. Donc, elle, donc, et ma cousine qui est assez proche. Et je l'ai vue enceinte, sa grossesse, ma mère, comment est-ce qu'elle est accompagnée aussi. Et donc, c'est son bébé quand il est arrivé. Mais on parle, j'avais 12 ans. Et j'ai eu une relation toujours très proche avec elle. Mais non, je n'ai pas eu beaucoup de bébés autour de moi. Et de même, comment j'habite en France depuis 14 ans, et voire bientôt 15 ans, je compte. Voilà. Donc, de ces faits, 14 ans. Et de ces faits, j'ai pas eu beaucoup des bébés dans mon entourage, dans mes amis, mes copines d'école. C'est une époque où on avait eu, certes, un petit bébé qui est arrivé, qui a 14 ans maintenant. Donc, mais je l'ai connu 4 mois, 5 mois. Et ma nièce, que j'ai laissée quand elle avait 10 jours. Donc, d'accord, j'ai laissé deux petits bébés dans mon entourage que j'ai d'accord, vu grandir à distance. d'accord. Ok, ok, D'une vraiment. façon proche, mais à distance. Mais à distance, Oui, vraiment, des photos, des vidéos. des Et, vidéos, t'avais déjà quitté le Pérou à ce moment-là, quoi. oui, D'accord, oui. d'accord. Les deux bébés les plus proches, je dirais, d'une âge adulte. Ok. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu es arrivée en France alors du coup à l'âge de 24 ans? Pourquoi tu as quitté le Pérou? Dans quelles conditions et tout ça? Est-ce que tu es arrivée toute seule? Euh, je sais pas. Enfin, Oui, c'est c'est vrai. Moi, je suis arrivée toute seule en France avec des connaissances de mon âge quand même, dans le même programme d'études. Ce qui est, moi, je suis enseignante-chercheuse en France, ici, dans une école d'ingénieur. Et au Pérou, j'ai fait aussi une école d'ingénieur en agronomie, en agriculture. Et donc, je voulais continuer mes études. C'est vraiment ça. Je voulais exercer en recherche. J'exerce maintenant une partie en recherche aussi. Et c'est pour ça que j'ai quitté la France. Donc, j'ai quitté avec un projet et personnel, professionnel. Et parce que j'avais envie aussi de vivre dans d'autres pays. J'avais eu l'opportunité avant de voyager pendant des vacances. C'était un programme pour habiter aux États-Unis où j'avais travaillé dans un croisière et en tant que serveuse, hein, donc vraiment rien à voir avec les études. Et je voulais donc continuer à connaître d'autres pays, d'autres cultures. Donc, là, j'étais vraiment très contente de... C'était mon projet professionnel, c'est sûr. et, J'étais sûre de moi. et à la base, tu venais pour quelques années ou tu venais pour t'installer ou... Non, j'ai venu pour 12 ans. Enfin, un an initialement, et j'espérais rester 2 ans pour le master 1, master 2, enfin, pour les études. Et après, j'avais comme projet de continuer mes études en scientifique, en doctorat dans un autre pays, la France ou ailleurs. Enfin, j'avais pas vraiment d'objectifs au pays. Je n'avais pas choisi un pays. En tout cas, c'était pas le pays qui faisait que... non, non, j'étais à la découverte, j'étais à l'attente d'une opportunité. Et quand tu es arrivée, tu parlais Et français? ça, c'était... Tu parlais français quand tu es arrivée ou un petit peu ou c'était... Oui, ça, c'est un bon point. Ben, j'avais fait un cours accéléré de français pour venir en France. Et je peux que conseiller de faire un petit peu plus que ça. Voilà. Mais j'avais la chance aussi de... Ah oui, non,
Après, j'étais tellement contente de venir et à 24 ans, on a vraiment tellement d'énergie, rien ne me freinait. Et j'avais un bon bagage en anglais qui fait que j'avais aussi confiance à la communication avec mes camarades de classe, avec mes amis. Et donc, je pouvais communiquer en anglais et en français quand je pouvais. Dès que je connaissais un mot, je le disais. Et si je comprends bien, enfin, ou si je devine un peu, tu es resté en France parce que tu as rencontré le papa de tes enfants, probablement, non? C'est ça. Oui, oui, en effet, j'ai rencontré mon mari et papa de mes enfants au Grenoble, voilà, lors de ma première année d'études. Et puis D'accord. après, on a construit notre vie ensemble euh, courant les premières années d'études. Et puis jusqu'à maintenant. Donc, on a voyagé de ville en ville. Lui, il a vécu au Chili un petit peu. Moi, j'étais restée en France. Donc, en fait, tu étais venu pour 1 an et demi, 2 ans, et puis tu es resté parce que, voilà, tu as rencontré ton mari. Oui, Et du oui, coup, oui, en ensemble des opportunités, je suis restée pour mon doctorat et aussi, donc, ce qui a permis de continuer à persévérer dans notre couple. Et puis ensuite, après, c'était décisif. Contre là, j'ai resté d'accord. où j'ai resté, en fait, finalement. Et du coup, j'y suis restée. Et donc, tu me disais, tu es arrivée à 24 ans en France et tu es devenue maman combien de temps, combien d'années après? 10 ans après. 10 ans après, d'accord. Euh, 10 ans. on peut le dire, hein, tu as deux petits garçons à l'heure actuelle, Oui, Carolina. oui, oui. Donc, ok, donc 10 ans après, donc ça faisait déjà un petit moment que tu étais installée ici en France. Euh, et Oui, j'avais. Mhm. Ouais. Et comment tu t'es sentie? Tu t'es dit, ah ouais, finalement, la maternité en France, ben, je suis contente. C'est comme si au Pérou, ça aurait été pareil, ou finalement, je suis un peu privilégiée. Enfin, dans quel état d'esprit quand tu étais enceinte de ton premier garçon, tu t'es dit, bah voilà, je vais mettre mon enfant au monde en France. Est-ce que ça change quelque chose par rapport à si j'étais restée, au Pérou, par exemple? Oui, j'ai un peu de tout, en fait. Après, je me sentais. Je pense que les premiers sentiments, c'est privilégié. D'accord? C'est parce qu'il y a certaines conditions qui me font penser au niveau de comment dire, de l'assurance, de tout ce qui est côté santé, D'accord. des conditions d'une qualité de vie à donner mes enfants lors de la petite enfance, je dirais. D'accord. Et puis d'une part aussi le sentiment opposé dans le fait d'avoir pas ma famille proche, ma famille, enfin ma mère, mes parents, mes frères à côté de moi. Donc c'est un double sentiment, mais je me sentais pas forcément par rapport à ma vie au Pérou, mais en général, je trouve que oui, on amène nos enfants dans des conditions assez, oui, assez privilégiées, surtout en termes d'assurance, on ne se rend pas compte en fait. Ouais, d'accord. Le fait Et- tout soit pris en charge par les assurances, oui. la sécurité sociale, etc., que, que, Mhm. que tu n'aies rien à payer par rapport à ton séjour à la maternité, à tous les soins que tu peux recevoir. Ça, c'est quelque chose Oui, qui est vraiment très, très différent de chez toi. oui, un suivi proche aussi, suivi par une sage-femme. Donc c'est notre approche, plus à l'écoute, je dirais. Et D'accord. un accompagnement assez proche, j'ai trouvé, en fait, par rapport à. Ce n'est pas un métier qu'on a au Pérou. On a perdu les métiers des sages-femmes, D'accord. les métiers d'assistante, pas des accompagnatrices peut-être, enfin, puéricultrices, pardon, j'ai perdu mes mots. Et des puéricultrices, peut-être qu'on y trouve. Et puis d'accompagnatrices en termes de lactation, de tout ce qui est autour de l'allaitement aussi, on peut trouver, mais c'est peut-être ma génération, pas forcément celle de mes cousines qui sont un petit peu plus âgées. D'accord. Et par contre, le métier de sage-femme, pour moi, ça m'a donné une- un sentiment d'être vraiment suivie que je ne le voyais pas chez mes copines, chez mes amis, ce que j'ai pu voir autour. D'accord. D'accord. Et à l- après, il y a une petite différence, c'est qu'au Pérou, on est suivi dès le début de la grossesse.
Mhm. Tandis qu'en France, c'est à partir de la fin du premier trimestre. Ouais, ouais. Ça, Voilà. c'est quelque chose qui, moi, ça m'a... Ça- Je voyais une petite différence. Je dis, OK, donc là, le suivi ici, ça commence à la fin du premier trimestre, tandis qu'on se sent tellement enceinte avant et on a un bébé. Oui, il se peut qu'il arrive des choses qui la grossesse n'aboutisse pas, mais bon, on a un accompagnement qui est un peu éloigné pour cette première trimestre. Ouais, c'est le premier trimestre, c'est Mm. encore assez tabou hein, quand même. Les femmes ne disent pas forcément qu'elles sont enceintes. On ne dit pas forcément Voilà, aux employeurs, on ne le dit pas forcément à ses proches non plus. Enfin, voilà. Bon, et c'est vrai qu'en arrière-plan, il y a toujours cette possibilité de fausse couche. Mais tu as raison, en fait. Nous, au fond de nous, on sait qu'on est enceinte, quoi. Enfin, oui, et c'est ça, on les vit, on le voit, on le sent avec tous nos corps, mais on ne le dit pas. Donc il y a quand même une trimestre un peu de caché. solitude quelque part. Ouais. Oui, oui, oui. La société ne reconnaît pas, en fait, cette stats. Et puis, ouais. Moi, perso, je me souviens, ben, jusqu'à 3 mois, tu t'en parles pas forcément à ton employeur, quoi, parce que ben, voilà, tu fais la déclaration que après, et puis ben, pendant ces 3 mois-là, il faut vivre déjà différemment, ton corps il change déjà et tout ça. Mhm. Voilà, on en parle pas. Ouais. Alors qu'au Pérou, Donc là, dès qu'on sait que tu es enceinte, même s'il arrive des fausses couches, et je pense qu'il en arrive aussi forcément, mais en tout cas, c'est pas du tout vécu de la même façon. euh, ça, je saurais. C'est sûr que le suivi médical, ça se fait. Ouais, ouais, Et au niveau de l'entourage, ça va dépendre des personnes, mais la famille, on le dit, hein, et je pense que c'est que du positif parce que si ouais. on en a besoin, enfin, s'il y a une fausse couche, on a besoin d'être accompagné, pas seul. Les copines, ils vont le savoir, enfin, l'entourage proche, il va le savoir. Mm, mm, Même mm. si on dit non, il faut pas tout de suite le discuter, mais on le sait, tout le monde est à l'attente. Ouais. Il demande des nouvelles, voilà. Ça veut dire Et, qu'entre guillemets, on ne cache pas les premiers mois de sa grossesse, quoi. un petit peu moins. Mais comme j'ai ces sentiments-là, je pense on les dit un petit peu plus. Et ça fait partie des choses qui t'ont un peu surprise finalement quand tu es arrivée, enfin quand tu es tombée enceinte et que tu as été suivie, cette prise en charge un petit peu plus tardive. Est-ce qu'il y a d'autres choses Mm. aussi que tu t'es dit, ah ouais, c'est bizarre, au Pérou on fait pas comme ça, ou au contraire, ben, c'est beaucoup mieux, je m'attendais pas à ça. Est-ce qu'il y a d'autres événements, situations où tu t'es dit, ouais, Oui. Et je pense que pour les suivis, c'est la première chose marquante qui m'a. Et je me souviens de partir avec mon petit écho des datations parce que j'allais partir au Pérou et que je m'inquiétais de partir ensemble sans le savoir. Mais j'ai parti 3 semaines, 2 semaines après ouais. et que j'ai appelé en urgence pour un rendez-vous pour être sûr si les tests, si on confirmait, si tout allait bien. On sait jamais, c'est une première. En plus, c'était pour mon premier garçon. Mhm. Et j'étais tellement émue et j'avais besoin de confirmer, de savoir que tout allait bien. Et je suis partie avec ma petite écho et plus rien. Pas de consigne. D'accord. Et je me vois avec ma feuille comme ça imprimée. Et j'avais pas de voiture, donc j'ai marché avec ma feuille, mon sac à dos et dire OK. Donc là, Bon, voilà. qu'est-ce que je fais? Ok. Ouais, Je pense que je suis t'avais très l'impression. chère sur Internet. Ouais, t'étais livré, enfin voilà, t'étais lâché dans la nature, quoi. Oui, voilà, exactement la nature. À l'arrêt du bus avec ma feuille. Voilà. Avec ma petite photo. J'ai dit, aïe, 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 je prenais précieusement partout. Ça, c'est les premières anecdotes, hein, je me vois très bien. Bah non, mais c'est super riche, quoi, d'échanger ce genre de choses, même si quelque part, t'as l'impression que c'est pas grand-chose, mais bon, ça montre quand même un état d'esprit où tu te dis, bah ouais, finalement, bah voilà, je suis enceinte, je dois partir, qu'est-ce que je fais maintenant? Et voilà, ils me disent rien, ils ont juste fait l'écho, ça confirme ce que je pense, et voilà, quoi. Bon courage. Prochain rendez-vous dans 3 mois. Que je... Bon. Bon.
Et du coup, donc, t'es retourné au Pérou à quelques semaines de grossesse, hein, c'est ça, tu nous dis. Et, Oui. et est-ce que tu peux nous parler du coup un petit peu dans ta culture, comment on s'occupe des bébés? Est-ce qu'ils sont allaités majoritairement, pas trop, de moins en moins? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Euh, Ce que je peux dire, c'est que je connais très peu des mamans qui n'ont pas allaité leurs enfants. D'accord. Euh, Au moins de ma génération, peut-être la génération de ma mère, il y avait plus l'introduction du lait artificiel, mais donc ma génération, ou même de mes cousines qui sont 10 ans d'écart avec moi, je n'ai connu personne en fait qui n'a pas allaité. Après, sur les temps, ça, je ne suis plus sûre. En fait, combien de temps ils ont réussi à allaiter. Bah, quand on parlait des privilèges, je pense qu'au Pérou, si on travaille, on n'a pas un accompagnement pour louer un tire-lait, par exemple. Donc, ça va compromettre l'allaitement parce qu'il n'y en a pas les dispositifs qui permettra de louer un appareil qui est fort coûteux. Donc, Ouais, ça, c'est un privilège, ça, c'est sûr. ouais. Et donc, les enfants, oui, allaiter. Il y a quelque chose que je n'avais pas évoqué quand j'ai pensé au privilège aussi, c'est qu'au Pérou, il y a beaucoup de césariennes. Donc, D'accord, c'est pas forcément l'allaitement, mais il y en a beaucoup. Et surtout dans des cliniques privées. Après, je ne saurais pas dire pour les hôpitaux. Je d'accord. pense que c'est moins les cas. Et tu Quelque as, chose me fait dire. tu as une explication par rapport à ça ou pas du tout Bah, je m'étais renseignée, je me suis dit que j'allais retomber sur, enfin, j'allais me renseigner à nouveau, mais je l'avais fait à l'époque quand j'essayais de comprendre pourquoi il avait autant de césariennes au Pérou. C'est quelque chose que moi, ça m'est choqué. Et au fait, il y a, ça permet de mieux planifier les accouchements. Il y a un certain contrôle Ouais. Contrôle, confort, c'est ça pour le bien-être de la mère. D'accord, d'accord. Ok. Je pense qu'il y a très peu de tolérance à que l'accouchement, les moments arrivent de façon naturelle. Il y a très peu de tolérance. Dès que l'enfant, qu'on dise qu'il va être grand, que la maman est souffrante, voilà, on planifie. D'accord, d'accord. Il Mais faut insister pour avoir un accouchement à voix basse. d'accord. Mais malgré tout, l'allaitement arrive à se mettre en place quand même chez la majorité des mamans, quoi. Oui, oui, donc malgré tout, c'est ça. En fait, il a beaucoup de césariennes, et malgré tout, ça n'empêche pas l'allaitement. Enfin, au moins, ce que j'ai pu recenser autour de moi. Oui, oui, non, mais Et euh, enfin, des fois, enfin, nous, en France, des fois, c'est compliqué de commencer un allaitement. oui, 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 Mais finalement, tu me dis qu'au Pérou, ben, ça a l'air de fonctionner plutôt. oui, ça a l'air de fonctionner. Il a peut-être l'entourage, l'appui, montrer les mamans. Enfin, c'est toute une chaîne Et, euh, et comme tu d'accompagnement. qu'il n'y a pas trop de sages-femmes, de personnes formées en allaitement et tout ça, c'est vraiment la famille, les femmes autour de la mère qui transmettent, qui conseillent, qui aident la maman. Oui, moi, il y a quelques exemples d'une cousine qui me disait, elle, quand elle était arrivée chez elle et que c'était vraiment difficile la première nuit, bah, c'est sa maman qui est arrivée dans la nuit pour lui aider, pour le masser, pour mettre des compresses, pour positionner son bébé. Et donc, elle, sa maman, elle avait allaité tous ses enfants, donc elle avait l'expérience. Il y a une autre copine, dans sa maman, elle avait plutôt introduit les biberons, et donc elle a pu avoir une assistante, quelqu'un qui puisse l'aider à l'allaitement. D'accord. Mm. Donc, il y a encore quand même la transmission, la chaîne, elle n'est pas complètement rompue, quoi, comme nous, où tu as complètement deux générations où les femmes n'ont quasiment pas allaité du tout, et du coup, la transmission, elle ne peut pas se faire. Là, tu me dis que quand même, les femmes autour, elles ont allaité, elles savent aider la jeune maman, quoi. Oui, je pense qu'il y a, en effet, une bonne partie des... Oui, il y en a des mamans, donc de la génération de ma mère, qui n'ont pas allaité, mais il y en a d'autres qui, si, en fait. Donc, c'est sur ces mamans-là qui est en compte pour ma génération, pour continuer sans savoir Ouais. Et, et, quoi et faire.
Et par rapport à la génération de ta maman, tu as l'impression que à un moment, il y a les lobbies du lait qui ont essayé de s'introduire au Pérou. C'est un petit peu comme ça que tu vois les choses ou enfin, Et, ouais, je pense que c'est plutôt la revendication aussi des positionnements de la femme aussi. Pas tous les lobbies, bah, c'est le ressenti que j'ai envers les discours de cette génération, d'accord. parce que j'ai pas fait mes recherches en fonction du lobby T'en de toutes prie. les entreprises qui sont arrivées, mais je n'ai pas exercé mon métier. Mais j'ai ces ressentis en écoutant mes tantes, peut-être, des faits de pouvoir faire autrement, d'avoir plus une autre façon aussi D'accord. de Donc, nourrir leurs enfants, en fait, de cette transmettre. émancipation féminine, en fait. Oui, moi je le vois comme ça. D'accord. Et ma mère, son expérience, c'est que donc son médecin qui suivait, il lisait d'abord les seins et après le biberon, donc c'était clair. Donc les messages ne savent pas, il disait OK pour introduire un autre lait, mais d'abord votre lait et après le biberon. Donc un allaitement mixte. Moi, j'ai vécu un allaitement mixte. Mhm. Et mes frères, un petit peu différents, chacun son expérience, mais ouais. Ok. Et tout à l'heure, tu disais, en fait, il est des fois difficile de louer un tire-lait parce que c'est coûteux et tout ça. Comment ça se passe en fait quand les enfants sont confiés? Ils sont confiés à quel moment? Enfin, peut-être selon les catégories sociales, ça change, mais est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Bah, les congés maternité, je pense qu'il est de la même durée, enfin presque un mois après. Et les dispositifs de congé parental, je l'ai jamais entendu. Et après, comment est-ce qu'ils font les mamans? Mais c'est une bonne question, en fait. Glo- Je me glo- suis pas, moi, mes amis, ils sont loués un tirelet, donc ils sont beaucoup anticipés à l'acheter ailleurs en plus. L'acheter au Pérou, c'est très, très cher. Il faut l'acheter aux États-Unis ou aussi entre les mamans, hein, il y a un réseau. Mais pour les mamans qui travaillent, c'est le point clé, en fait. D'accord. Les retours au travail et les tirelets. Et, et globalement, la population féminine, elle est quand même active dans la majorité au Pérou, ou il y a encore des femmes qui restent à la maison pour Moi, s'occuper. je pense qu'il y a encore des femmes qui restent à la maison. Ça, c'est sûr. Ouais, ouais. Et, et donc, pour ce qui reste à la maison, bah, ils s'allaitent comme ici, un gros souhait, en Ouais, fonction de ce qu'on peut faire. Puis voilà. ouais, ouais. Et non, je sais pas d'autres choses. Moi, j'ai l'impression qu'il y en est. Moi, j'ai appris d'une copine en Mayotte, d'une copine péruvienne Mhm. qui habitait en France. C'est elle qui m'a montré qu'elle maillotait ses enfants. Et donc, je pensais à ça. Et j'avais mailloté mon premier, pas mon deuxième, il ne voulait pas, mais bon, enfin, on fait en fonction de nos enfants. Et Ouais. c'est elle qui m'avait appris, et j'avais déjà vu ça au Pérou aussi. Beaucoup de mamans qui en maillotent. Et enfin, en regardant un peu autour de moi, pas forcément des exemples dans ma famille, ou des amis non plus. Donc, elle m'avait appris. Donc, des enfants toujours collés, toujours portés, je dirais. Pas forcément en écharpe ou avec un dispositif, plutôt quelque chose assez simple. C'est juste une. Un Ah, j'aurais pu l'apprendre. foulard qui est un châle, comme un Un tissu un peu épais, comme un châle épais, épée, mais avec qui donc des nœuds très simple en fait, c'est ça, hein. partout. Très simple, très très simple. Très très simple. Et moi, j'y arrive pas parce que ma tante qui m'a expliqué comment porter m'avait aussi prévenu qu'il fallait beaucoup de force au poignet pour serrer le tissu. Et moi, j'ai réussi quelques fois avec un petit peu d'aide, mais j'avais pas la main. Ouais. Pourtant, je trouvais tellement simple. Mais du coup, comme t'es pas complètement à l'aise, tu le fais pas, quoi. Oui, parce que les nœuds, j'ai pas la force pour serrer comme il faut. Mais je me suis inspirée de cette façon de porter pour porter mon deuxième bébé, qui lui, en été, il était en âge d'être porté. Enfin, je le portais, quel âge? Il avait moins d'un an, donc je le portais beaucoup en été quand il faisait trop chaud. Donc, je me suis inspirée de la façon de porter très simple, avec une lanche en coton. Je le portais en lanche en coton.
Et parce qu'en écharpe, c'était trop épais en fait, pour l'été. Et Donc, je me suis inspirée de la façon de porter. ouais, c'est majoritairement dans le dos, les bébés, même tout petit Oui, petit, ou c'est comme en France où on est d'abord devant et puis après on passe derrière. Traditionnellement, c'est au dos. Après, les tout petits, j'ai jamais trop fait attention. Des fois, on les voit même pas. Ils sont vraiment cachés. Oui. Ouais, ouais, ok, ok. Et par rapport aux nuits, au sommeil, les enfants, ils dorment dans une chambre avec les parents, dans le même lit, Je comment pense ça? qu'il a un petit peu de tout, hein. Mais il doit un peu de cododo, un peu dans la même chambre, mais dans un lit à part, ou dans son nacelle, ou dans leur propre chambre. Ça, je ne vois pas de tendance. Et Et- les maisons, les appartements sont relativement grands, un peu comme ce qu'on a nous en France, parce que tu sais, il y a des pays où bah, la maison est très petite, donc on ne se pose pas la question, l'enfant il dort dans la chambre des parents parce que voilà, il n'y a pas forcément beaucoup plus de place, mais Il y a un c'est petit peu de tout au Pérou, et il y a tellement de diversité, tellement d'inégalités d'un côté de. Et donc, oui, je pense qu'il y a des familles qui n'ont pas le choix. Enfin, tous les enfants, ils partagent les, ouais, la ouais. même ambiance familiale, les mêmes chambres. Et il y a d'autres qui n'ont. Donc, il y a un petit peu tout. Donc là, c'est difficile Ah, hum, à ouais, dire. s'il y a vraiment une Mhm. tendance. Mhm. Oui, oui, il y en a. Ils doivent avoir tous les cas. Alors, qu'est-ce que sera les choix premiers? Ça, c'est autre chose. Ouais, ouais. Et alors, tu les as emmenés, tes deux petits loulous, au Pérou, même plusieurs fois d'ailleurs, hein, depuis qu'ils sont nés, Oui. pour rencontrer la famille, forcément, hein, en Hmm. premier lieu. Mais, euh, mais du coup, est-ce que tu as pu voir d'autres enfants à ce moment-là? Alors, j'aime pas trop le mot comparer, mais tu sais, te dire, ah bah finalement, ces petits enfants péruviens, ils font ça, ou ils jouent avec ça. Enfin, est-ce que tu as des anecdotes à nous dire par rapport à ça, par rapport au moment où tu as emmené tes enfants au Pérou? Alors là, ça, j'ai rien qui me vient. Euh, Tu sais, ouais, ouais, c'est vraiment cette idée de, ah ouais, ils sont comme ça, les miens, ils sont un petit peu différents, même si on est d'accord, hein, tous les enfants sont différents. T'as pas remarqué, t'as pas plus regardé les enfants au Pérou quand toi tu es arrivé avec les tiens? oui, après, les miens, j'ai une petite chose mais après, est-ce que c'est parce qu'ils sont comme ça ou c'est parce que c'est le milieu qui, je sais pas, je saurais pas dire. Mais en tout cas, c'est sûr et certain que les enfants que j'ai pu voir au Pérou, donc mes enfants, c'est des petites voyageurs, donc ils sont y allés plusieurs fois au Pérou, donc j'ai pu les voir à tout leur âge, des tout petits bébés à petits garçons maintenant. Et je pense qu'ils vont beaucoup plus envers les autres, D'accord, envers les adultes même. d'accord. Et certes, après, moi, ça dépend pas tous les adultes, mais en soi, ils allaient beaucoup, enfin, envers moi. Et ils vont assez vite apprivoiser la peut-être dans l'autre sens. Ouais, ouais. Assez vite. Et Donc, plus même l'appeler tante, tonton. vraiment Oui, ouvert au contact avec les gens qu'ils ont jamais vus ou peu, ou voilà, oui, beaucoup plus que. Ok, c'est ok. très vite. Une soirée, quelques heures, ça suffit de jouer un petit peu. Et hop, on a gagné un bisou, un câlin, un petit surnom. C'est trop bien. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment fait plaisir de leur faire découvrir, quelque chose vraiment de ton pays à toi, je sais pas, quelque chose que tu as l'habitude de manger au Pérou, que tu trouves pas en France, ou un lieu que tu aimes tellement et tu dis, ah ouais, le jour où je suis maman, faut que je montre ça à mes enfants. Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose qui te revient? Mm. Je pense, je pourrais penser à d'autres choses. Moi, j'aime beaucoup voyager, donc même l'effet de prendre l'avion, de se préparer, de vivre les jours avant, cette excitation de savoir qu'on va partir et qu'on va partir loin, et qu'on va prendre l'avion et qu'on va dans un autre hémisphère et tout ce qu'il y a autour, en fait, le fait que les, les journées, il y a 7 heures décalage, introduire tous ces concepts-là, ça m'a toujours beaucoup
c'est beaucoup plus, en fait, je vois mes enfants, c'est vrai, l'avion, il va très loin et tout ça, c'est très riche. Et- On s'en plaît énormément de ça. Et il y Ouais, a un autre point, c'est au niveau de la découverte, hein, ouais, 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 des goûts, comme tu disais, des aliments. ouais. Et j'ai un aliment qui, ça s'entrecoupe, pardon. Non, mais j'ai un aliment qu'on a introduit et c'est les tout premiers. Ça s'appelle une granadilla et c'est comme une fruit de la passion sucrée avec tous les pépins et tout, hein. Et c'est plutôt orange à l'extérieur avec des petites taches. Et à l'intérieur, c'est un peu gluant. Et c'est un des premiers aliments qu'on a introduit. Et dans ça, je me suis dit, eux, ils sont jamais mangé ça à 6 mois, donc est-ce qu'ils vont aimer mis à 9 mois ou à 1 an, à 2 ans? Et de dire non, il faut l'avaler. Et c'est très bon, c'est délicieux. Mais Donc finalement, tu étais super contente de leur faire découvrir ce fruit. Et ils ont aimé, ils ont fait un petit peu la grimace ou ça a été? je pense que ça a pris 2 voyages pour mon grand. Mon plus petit, il y a bientôt 2 ans, lui, ça va. Il a bien aimé. Pourtant, il n'aime pas trop les fruits, donc étonnant. Ça, on peut le mettre dans sa liste des fruits. Incroyable. Et c'est vraiment quelque chose qu'on ne trouve pas du tout ici. Enfin, t'en as jamais vu en France, t'en as jamais trouvé. Si, j'en ai déjà acheté, mais un, peut-être 2 fois, 3 fois en 14 ans. Et je parle à l'unité, hein. Ouais, ouais, je me doute, je me doute. Et J'ai puis, mangé 4. ouais, et puis souvent, les fruits qui viennent de si loin, ils n'ont pas autant de goût, quoi, parce qu'ils sont cueillis pas forcément à maturité. Et après, peut-être que ça Oui, n'a pas le même goût que quand tu les manges chez toi. Ouais. Et, euh, et Carolina, si tu veux bien, pour finir, j'avais une dernière question à te poser. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta culture que tu aimerais que toutes les mamans du monde connaissent ou, enfin voilà, un partage vraiment un truc propre à toi et comme ça, tu vois, de pays en pays et d'avoir des petites pépites, des petites richesses pour les enfants, c'est toujours, enfin moi je trouve que c'est super riche. c'est une super bonne idée, ça, c'est vrai. De partager entre tous les mamans nos petites astuces du pays. Et alors moi, quand mes enfants se font un petit bobo, quand ils tombent, et quand ils sont un petit chat, bah, surtout quand ils tombent, ils se font mal, ils me montrent. Et donc je me mets à leur niveau et je leur dis une petite comptine, une petite phrase en fait, je vais le dire en espagnol et après je vais essayer de traduire, mais j'oublie ma feuille, ce que ça donne. C'est, donc on frotte, donc à leur niveau, là, les genoux, la main, on frotte, on dit sana, sana, sana. Donc, manito de rana. Si no sanas hoy, sanarás mañana. C'est un peu comme dire soigne, 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 petite main des grenouilles. Si tu ne te soignes pas aujourd'hui, tu te soigneras demain. Et donc, ça, c'était la petite main. Mais en fait, ça marche avec toute petite tête des grenouilles, aux petits doigts, aux petits genoux, n'importe quelle partie du corps. Et en frottant, et puis après, hop, 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 il continue de dormir. C'est le temps de le dire, de chanter, et puis Et en fait, c'est dédramatiser le moment, quoi. C'est ça, avec cette petite comptine. Et du coup, après, il passe complètement à autre chose, quoi. Ça suffit à les sécuriser, à les apaiser, quoi. Super. bien sûr, si c'est un grand bobo, on fait ça dans sa main, et puis après on cherche les... D'accord, mais on s'est bien fait. Mais pour les petits bobos, Ouais, pour les petits bébés. Super. Ah, c'est super chouette. ça soigne très très bien. Et Donc, puis après, des fois, c'est même eux qui se font soi-même. Oui, ah, ça. et donc, c'est la petite grenouille qui a des pouvoirs miraculeux, c'est ça, de soigner. Et on dirait colita de rana, oui. Et à la base, c'est même pas la main, hein. Moi, c'est moi que je l'utilise comme ça, mais c'est colita. Donc, petit derrière des grenouilles. Ça marche. La phrase est comme ça. Sana, colita de rana. Moi, j'utilise manito. Et ça, c'est une phrase que ta maman te disait aussi? Oui, je pense, hein. Je n'ai pas.
Super. J'aimais bien. Et, puis ça, c'est vrai que ça dématrice énormément. Enfin, mes enfants, finalement, ils font ça dans sa nappe, tatatap. C'est Je reparti. dis, mais oui, j'ai beaucoup entendu. Ouais. Mhm. Ok, ok. Bon, bah, Carolina, je te remercie beaucoup pour ce voyage au Pérou. C'était vraiment chouette. Merci pour ton partage. Merci pour avoir parlé un petit peu de ta vie personnelle, et puis de tes enfants, de ta maternité. Euh, je trouve que c'est super chouette. Et puis d'avoir aussi ce regard sur, bah voilà, en France, on a une manière de faire, mais du coup, toi, tu disais par rapport, par exemple, au fait que les soins soient pris en charge et tout ça, c'est peut-être des choses que des fois, nous, on oublie, quoi. Et toi, tu t'es dit, ah ouais, c'est quand même chouette parce que moi, j'aurais pas ça dans mon pays. Donc, ou juste le tire-lait. Enfin, nous, on peut louer un tire-lait pendant des semaines, des mois sans débourser un centime, quoi. Et c'est vrai que on se rend Incroyable, ça. compte que des fois, on est privilégié par rapport à ça, quoi. Ouais, voilà. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, je fais attention qu'il y ait plein d'autres mamans qui rejoignent les mamans du monde et qu'on aille voyager dans d'autres pays du monde très Ah prochainement. oui, moi, Super. j'espère aussi. Et puis, très belle initiative. Bah, c'est super de partager entre les mamans.